Vous l'avez compris, notre première destination aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Là-bas, les députés nationaux ont jugé recevable le projet de loi de finances exercice 2016. Ceci après que le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, ait répondu à leurs différentes préoccupations au cours d'une plénière. Le compte-rendu avec notre correspondante sur place. Il n'avait que 2 jours pour répondre aux différentes préoccupations des élus du peuple congolais. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, pour faire passer son projet de budget, a focalisé son argumentaire autour de 6 principaux points. Il a évoqué, entre autres, des retombées de la stabilité macroéconomique, des réformes institutionnelles et de l'administration publique, et de la mobilisation des recettes ainsi que la qualité de la dépense. En ce qui concerne la mise en œuvre de la décentralisation, Matata Ponyo Mapon, au cours de sa défense, a par ailleurs reconnu quelques difficultés auxquelles est buté le gouvernement congolais. Selon lui, c'est une option constitutionnelle irréversible. Mais il est à son souhait, celui de voir la République démocratique du Congo émerger conformément à la vision du chef de l'État. Tel est l'objectif de son gouvernement. Sans avoir été exhaustif, je pense avoir pour l'exercice 2007. Des noms échanges, je retiens notre rêve commun de voir notre pays se hisser au rang des pays où il fait bon vivre. Après vote, le projet est jugé recevable. Les députés nationaux ont décidé que le texte soit transmis à la Commission économie et finances de la Chambre basse du Parlement pour examen approfondi. Lundi 26 octobre 2015, les chefs du gouvernement avaient jugé lors de la présentation et de la défense ce projet de loi des finances réaliste et équilibré, en recettes comme en dépenses. Que pense justement le ministre congolais de l'Industrie de ce projet de budget 2016? Suivons ici sa réaction. Il appartient maintenant à l'Assemblée nationale, à travers sa commission économique et financière, de faire son travail en tant qu'autorité budgétaire. J'imagine que de toute façon, ce qui est en train de se produire dans ce pays depuis quelques années, c'est la normalisation dans la gestion de la République à travers des pratiques de bonne gouvernance, des budgets qui se présentent, qui sont discutés, des lois de reddition des comptes qui précèdent. C'est le Congo de demain que nous construisons et gageons que l'avenir va continuer dans le même élan. Le Premier ministre lui-même vous a rappelé que la problématique du redressement productif et industriel, de la diversification de l'économie congolaise, est une problématique structurelle et non conjoncturelle. Donc nous jetons les bases des jalons et nous travaillons pour que cette réalité soit palpable le plus rapidement possible. Mais les délais ne peuvent pas être raccourcis comme par magie. Ce qu'il faut pouvoir noter, c'est que le travail se fait et que la préoccupation est à l'ordre du jour, le reste suivra naturellement. Revenons maintenant à Cotonou au Bénin, le Bénin qui a accueilli cette semaine la 16e édition régionale du projet de haute intensité de main-d'œuvre, en abrégé IMO. Que faut-il comprendre par ce programme et quelle est son importance pour les pays africains, notamment en matière de lutte contre la pauvreté? La réponse avec Claude Yaovi Kouamé, il est un spécialiste des programmes IMO à Dakar. La haute intensité de main-d'œuvre est connue sous le sigle de IMO, qui est en fait l'ensemble des méthodes et des approches qui utilisent la main-d'œuvre et les ressources locales pour mettre en œuvre les infrastructures de façon générale, mais il faut reconnaître que l'approche a beaucoup évolué. On parlait dans l'époque des infrastructures, mais il s'agit des investissements de façon générale. Donc c'est pour faire le lien entre les investissements et l'emploi. C'est la façon d'embarquer l'ensemble des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ont des problèmes d'accès au travail, de les engager dans le processus de développement. Lutter contre la pauvreté, c'est également permettre aux personnes justement qui sont pauvres d'avoir de l'argent, d'avoir des ressources pour pouvoir répondre à leurs besoins.
c'est aussi permettre à personne d'avoir une qualification. Et les approches à haute densité de main-d'œuvre qui a vocation de mettre les personnes au travail leur permet donc d'avoir des ressources, de gagner des ressources. Il ne s'agit pas uniquement de mettre les jeunes ou les personnes sans qualification ou sans perspective d'emploi au travail, mais leur permettre également de répondre à des aspects comme les questions d'employabilité, donc leur permettre de rebondir et aussi d'être protégés. Ce ne sont pas que les jeunes qui ne sont pas qualifiés, parce que quand on prend l'exemple d'un ouvrage, il y a également des personnes, des ingénieurs et tout ça, qui font la conception de l'ouvrage. Nous faisons des tests de laboratoire pour nous assurer qu'il y a une supervision technique qui est faite de tous ces travaux qui sont réalisés. Je le disais en titre, les investissements directs chinois en Afrique se sont établis à 568 millions de dollars au premier semestre 2015. Ceci représente une baisse de 84% par rapport à la même période en 2014. Contrairement à l'année écoulée, les investissements réalisés par les entreprises chinoises sur le continent africain entre janvier et juin 2015 ont concerné essentiellement les secteurs des matières premières. Les investissements dans les industries extractives ont en effet doublé, passant de 141,4 millions de dollars au premier semestre 2014 à 288,9 millions de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2015. Voilà, ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après ceci pour la suite. Le journal de l'économie continue et nous allons recevoir tout de suite notre invité Kazmi Kouidior du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler du rapport Doing Business, cette fois-ci en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est classée 142e pays des affaires dans le monde. Alors, comment est-ce que se présente l'économie ivoirienne actuellement ? Il faut dire que sur ce même plateau, déjà, nous avons peint le bon tableau qu'affiche économiquement ce pays depuis janvier 2015, et cela n'a pas tardé avec les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, qui évalue la performance au niveau des économies de nos pays. Alors, sur la période allant de juin 2014 à juin 2015, la Côte d'Ivoire a affiché de très belles performances. 10 indices économiques ont été jaugés, et sur les 10, le pays a pu obtenir 7 tirés d'affaires sur 5, soit exactement la moyenne, ce qui a permis au pays d'obtenir le rang de 142e pays fréquentable en termes d'investissement sur 189 évalués, soit une progression de 3 places, comme je le disais, contrairement à l'année dernière où le pays était 145e. Il faut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça va être un pays fréquentable par le système économique mondial. Le pays séduit davantage chaque année, et pour les 365 jours qui s'annoncent, le pays davantage va séduire les opérateurs économiques et les investisseurs étrangers. Tout n'est pas pour autant rose, non, en Côte d'Ivoire? Tout n'est pas aussi rose en Côte d'Ivoire, parce que quand vous prenez parmi ces indices que je viens de donner l'effectif 10 au total, vous avez par exemple l'octroi de permis de construire, où le pays n'a pas du tout progressé. Le pays a perdu 1 point à ce niveau-là. Il y a aussi l'obtention de prêts, où le pays a également perdu 5 points, s'il vous plaît. Au niveau de la Côte d'Ivoire, l'obtention de prêts pour les PME et les PMI ne sont pas forcément la chose la mieux partagée. Vous avez également la protection des investissements minoritaires dans ce pays-là. Ce n'est pas la lune de miel. D'ailleurs, la situation est préoccupante dans la sous-région, où les pays africains ne garantissent pas forcément la sécurité au niveau des investissements, surtout les investissements locaux. Donc,
ça pose un véritable problème. Enfin, quand vous voyez le tableau au niveau du paiement des taxes et impôts, les PME, les PMI ne payent pas forcément leurs impôts à temps, les taxes à temps au niveau de ce pays, ce qui empêche forcément l'État à disposer des ressources économiques qu'il faut pour ses politiques macroéconomiques. Donc forcément, voilà quelques facteurs qui ont perturbé le classement de ce pays au cours de l'année 2015. Mais finalement, que gagne la Côte d'Ivoire en prenant 3 places dans ce rapport? Oui, déjà que c'est au niveau de la sous-région, c'est le moteur, c'est la locomotive en termes d'économie, en termes d'investissement. La Côte d'Ivoire gagne davantage à séduire ses partenaires techniques et financiers, en ce sens que désormais, avec ce rapport Doing Business, parce que c'est sur ces facteurs-là que les investisseurs essaient de jauger les destinations sur le continent. Donc forcément, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va davantage plaire à ses investisseurs. Donc c'est une très belle information pour le nouveau président, si on ose parler ainsi, Alassane Dramane Ouattara, qui vient d'être réélu. Donc pour les 5 prochaines années, eh bien, le pays aura davantage à voir le balai des investisseurs. Donc c'est déjà bien. Aussi l'économie locale pourra mieux supporter, et le pays, figurez-vous, est en train de se battre aujourd'hui pour pouvoir davantage plaire aux investisseurs. Donc je pense que la Côte d'Ivoire aura à gagner dans cette belle performance-là. Et il n'y a rien à craindre au plan politique? Oui, au plan politique, bien évidemment. Vous savez, quand on commence par parler de l'économie, forcément, on laisse de côté l'aspect politique. Et pourtant, la politique accompagne l'économie. Donc, je crois que déjà avec le succès qu'a connu cette élection-là, on ose bien croire que le pays ne va pas basculer dans la tension post-électorale. Et donc, si la politique ne vient pas perturber l'activité économique telle qu'elle a été déjà entreprise depuis un certain nombre d'années, je crois que la Côte d'Ivoire va mieux se comporter. Et figurez-vous, dans ce rapport Doing Business, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. On a connu aussi le cas de Burkina Faso qui se classe 143e juste après la Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'était un pays en crise, c'était un pays où on pouvait craindre beaucoup de choses. Donc moi, je crois que l'économie aujourd'hui a commencé par prendre progressivement dans ces pays en crise qui jadis étaient en crise. Il y a aussi le Mali qui a affiché une très belle performance. Donc je crois que dans les jours prochains, certainement on reviendra sur ces pays-là et voir un peu comment ça évolue au niveau des rapports sur le plan international. Merci beaucoup, Kazmik Pedion. Nous bouclons ainsi la semaine sur le journal de l'économie. Merci d'avoir passé tous ces jours à notre compagnie. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce fut un véritable plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. À la semaine prochaine pour d'autres numéros du journal de l'économie avec le même plaisir.